fait rentrer. Donc, bienvenue dans ce deuxième rendez-vous du cycle réhabilité. Petit rappel pour ceux qui étaient là au premier qui s'est déroulé de mémoire le 10 janvier. Nous avons lancé le cycle tout d'abord en abordant la question du parc vacant, d'essayer de déterminer, d'avoir les bons outils pour évaluer ce qui est à notre disposition lorsqu'on doit se questionner sur réhabiliter ou détruire. C'est aussi de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on a à notre disposition sur notre territoire. Et on a aussi travaillé sur tout ce qui était chiffres clés et puis le cadre réglementaire qui est imposé à la réhabilitation. Donc, on avait fait intervenir tout ce qui est ADEME et les services de l'État, c'était la Briat et la DRIHN. Ce deuxième rendez-vous est plutôt tourné sur une approche méthodologique, c'est-à-dire à partir du moment où on aborde une réhabilitation, en fait, quelles sont les questions à se poser du point de vue du programme. C'est pour ça qu'on a appelé ce rendez-vous le bon programme au bon endroit ou comment programmer sa réhabilitation. Donc, le programme de la matinée, donc pour ma part, c'est vrai que je ne me suis pas présentée, je suis Brigitte Fernandez, je suis directrice adjointe d'Ecopolis et responsable du pôle ressources et formation. Je vais accueillir ce matin plusieurs intervenants qui sont soit ici avec nous autour de la table. Il s'agit de Dominique Ingold, qui est écoprogrammiste chez CPO, les mètres carrés heureux, et notre collègue François Perrault, qui est architecte et responsable de bâtiments durables, qui interviendra longuement justement sur la partie programmation, justement pour vous expliquer la méthode pas à pas et vraiment les grands points à prendre en compte lorsque vous abordez une réhabilitation. Et en distanciel, on va avoir l'intervention de Sébastien Lefebvre, qui est par là, je crois. Sébastien, si tu peux faire un petit test. Voilà, super. Qui est responsable de l'observatoire BBC chez Effinergie, qui va vous présenter cet outil qui a été développé par Effinergie et qui est vraiment un outil de retour d'expérience qui sera, je pense, très utile. Vous avez Lise Dutilleux qui représente les CAU d'Île-de-France et qui est coordinatrice régionale et qui, elle, va vous présenter l'Observatoire de la qualité architecturale du logement en Île-de-France, un deuxième outil. Donc voilà, tout ça, vous avez vu dans le programme qu'il y aura deux temps. Donc un premier temps qui est présentation d'outils de retour d'expérience de projet de rénovation et un deuxième temps qui est vraiment la question de comment programmer sa réhabilitation. Je vais garder un peu la parole pour vous présenter ce que nous, côté Ecopolis, on a déjà à votre disposition sur ce sujet-là, avant de laisser la parole à Sébastien Lefebvre d'Effinergie et ensuite à Lisa Dutilleux. Alors, nous avons lancé un nouveau site internet en fin d'année et dans lequel on a pu développer des espaces thématiques. Donc, il y a un espace thématique dédié à la rénovation. Vous le trouvez normalement, si vous voyez sur le site internet, vous avez un grand bandeau vert avec cartographie espaces thématiques. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur la liste des espaces thématiques, dont celui dédié à la rénovation. Donc, c'est un espace qui est divisé entre une partie événements et formation qui vous permet de suivre l'actualité autour de ces sujets-là, que ce soit l'actualité Ecopolis ou celle du secteur, puisqu'on a ce rôle-là aussi de veille, de relais des actus du secteur. Et vous avez un autre volet qui est le volet ressources. Et pour le coup, vous trouvez toutes les ressources qui sont dédiées à ça, notamment une ressource qu'on avait réalisée, je crois, il y a 2 ans à peu près, qui s'appelle les étapes clés d'une rénovation réussie. Qui est un dossier dans lequel vous avez point par point, vous voyez connaître l'existant, élaborer le programme des travaux, contractuer l'émission du maîtriseur, etc. Donc vous avez les 5 moments clés pour aborder ça, qui est un dossier dans lequel vous pouvez puiser beaucoup d'informations. Vous avez aussi, on a pioché une autre ressource telle que celle du CRMA, c'est comment évaluer l'impact carbone dans les projets de rénovation des bâtiments. Donc, c'est des ressources que vous pouvez télécharger. Donc, on centralise en fait tout ce qui est lié aux thématiques sur lesquelles on travaille dans ces espaces-là et ça vous permet de retrouver un seul endroit en fait à peu près tout ce qui touche à ces sujets-là. Et là, le cycle séminaire réhabilité, voilà, on en est à la 10e édition. Donc, vous avez donc 10 ans en fait d'historique du cycle avec les différentes évolutions. Vous avez parfois des replays et parfois ce sont plutôt des audios podcasts puisque bon, finalement la partie replay en fait est assez récente puisque c'est depuis le Covid qu'on fait beaucoup de webinaires et qu'on a la capacité d'enregistrer. Mais bon, antérieurement, c'était quand même un peu plus compliqué d'avoir forcément de la matière visuelle. Donc voilà, n'hésitez pas à vous référer à ces infos-là et puis remonter un petit peu les sujets. Notamment, il y avait beaucoup de sujets sur la rénovation énergétique. Donc, si c'est vraiment ce qui vous intéresse, vous pouvez trouver de la matière. Et puis, je terminerai par la cartographie des opérations remarquables. Alors,
on avait déjà une cartographie et quelques retours d'expérience qu'on effectuait chez Ecopolis dès qu'on on considérait qu'une opération était intéressante et qu'elle méritait justement d'être creusée parce qu'elle était pionnière et puis parce qu'elle était d'une certaine manière en avant sur son temps. Aujourd'hui aussi, on peut alimenter cette cartographie grâce à l'accompagnement de projets de construction ou de réhabilitation de la démarche quartier bâtiment du Jura francilien et qui font l'objet à chaque fois d'une fiche opération accessible à tous et qui alimentent cette cartographie et notre site internet. Donc dans la cartographie, il vous suffit de chercher d'utiliser les filtres. Vous avez un petit plus qui vous permet d'aller filtrer les opérations et de cocher celles que si vous vous intéressez qu'à la réhabilitation, de ne faire afficher que les opérations de réhabilitation dans la cartographie et de regarder un petit peu ce qui se fait. Aujourd'hui, on a une centaine d'opérations de ce type dans la cartographie. Je vous parlais tout à l'heure des commissions BDF ou QDF qui, du coup, permettent de voir l'état d'avancement des projets que nous accompagnons. Nous avons une commission le 9 mars qui va se tenir normalement au siège du Parti communiste à Paris. Il y aura notamment 3 projets en rénovation présentés. Donc, je vous invite à venir écouter ces retours d'expérience en direct et donc vous pouvez vous inscrire et bientôt, je pense que la communication va partir cette semaine. Si vous êtes abonné à la newsletter, donc vous allez être informé en direct. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous abonner à la newsletter ou à nous envoyer un petit mail pour qu'on puisse vous envoyer le lien d'inscription. Du coup, je vais passer la main à Sébastien Lefebvre qui va vous présenter son métier. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Sébastien Lefebvre. Merci beaucoup pour l'organisation de cette matinée et puis nous donner l'opportunité de présenter l'Observatoire BBC. Donc, peut-être en avant-propos, recontextualiser l'Observatoire BBC et l'association Effinergie en quelques mots. Donc, l'association Effinergie, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2006, qui est une association d'intérêt général et dont l'objet est de massifier des bâtiments à faible impact énergétique et environnementaux, que ce soit dans le neuf ou dans la rénovation. Pour mettre en œuvre en fait, cet objet, on s'appuie principalement sur 4 axes de travail. Il y a le premier axe sur lequel on est le plus connu, c'est l'écriture et la publication de labels qui sont préfigurateurs des réglementations thermiques et environnementales. Et le label BBC a été l'acte fondateur de l'association en 2006-2007. À côté de la création de ces labels, on est aussi animateur de réseau, animateur autant de réseau en interne avec nos adhérents. On a à peu près 70-80 adhérents au sein de l'association et on anime des groupes de travail thématiques, ou animateur de réseau aussi avec des partenaires extérieurs et en partenariat aussi avec l'État. Le troisième axe, c'est le retour d'expérience. On fera un focus particulier sur cet axe-là en présentant l'observatoire. Et le quatrième axe, c'est une fois qu'on a des labels qui sont préfigurateurs, qu'on a des groupes de travail avec des experts pour mettre des solutions durables dans les bâtiments et du retour d'expérience, on est crédible pour aller voir l'État et pour faire évoluer les réglementations énergétiques et environnementales. Et c'est ce qu'on appelle, nous, du lobby d'intérêt général. Donc, dans ce cadre-là, sur la troisième mission qui est l'observatoire, donc le retour d'expérience, on a créé en 2009 l'observatoire BBC. Cet observatoire, donc c'est l'outil que vous voyez en ligne ici, c'est une plateforme numérique gratuite qui a été cofinancée par l'ADEME et la DHUP depuis sa création et qui référence à la fois des bâtiments dans le neuf et dans la rénovation, et tant sur le volet résidentiel que tertiaire. Vous allez retrouver des informations sur maisons individuelles, logements collectifs et bâtiments tertiaires. L'objectif, avant de rentrer dans les fonctionnalités pour présenter cet observatoire, les objectifs principaux de cet observatoire, c'est d'accompagner la montée en compétence des professionnels et des acteurs qui s'engagent dans la construction et la rénovation de bâtiments sous label Effinergie. C'est évidemment de valoriser leur savoir-faire,
c'est aussi de démontrer la faisabilité technico-économique des opérations et essayer de montrer que des thématiques qui sont abordées dans un référentiel volontaire dans le cadre d'un label peuvent à un moment donné basculer dans une réglementation et être massifiées. Et puis, et du coup, c'est évidemment de faire évoluer ces réglementations. Donc, cet observatoire, il est aussi alimenté par deux sources de données. La première, les labels Effinergie, donc des données qui viennent des organismes certificateurs. Mais au sein de l'association, on a également comme membres l'ensemble des régions, alors à l'exception de l'Île-de-France et de Hauts-de-France, mais sinon toutes les autres régions sont membres de l'association. Et ces régions portent des dispositifs d'accompagnement qui, la plupart du temps, s'adossent sur les labels Effinergie. Donc, on récupère aussi, issus de certaines régions, les lauréats des appels à projets régionaux ou concours régionaux qui viennent alimenter cet observatoire. Donc, une fois qu'on a ces données, qu'est-ce qu'on en fait, nous, au sein de l'observatoire? On essaye de les valoriser pour mettre de l'information à disposition du plus grand nombre et de manière gratuite. Et la première manière de valoriser ces informations, c'est de réaliser des retours d'expérience. Je vais faire un focus sur la rénovation, hein, de proposer des retours d'expérience opération par opération en France et de pouvoir les identifier ou les cartographier sur un territoire en fonction de différents paramètres. Et l'idée, c'est, je vais donner un exemple ici, de montrer des retours d'expérience le plus détaillés possible avec une vision un petit peu en entonnoir où on va avoir des présentations assez générales sur le cadre d'intervention de la rénovation, les solutions techniques qui sont mises en œuvre et les gains énergétiques et carbone sur ce premier volet, mais aussi d'aller détailler les acteurs qui interviennent, les solutions qui sont mises en œuvre avant, après travaux et qui amènent à des solutions pertinentes pour faire de la construction, de la rénovation, basse consommation, et de décliner tous ces enseignements par enveloppe, équipement, les niveaux énergétiques, les gains carbone et, si possible, on essaye aussi dans ce retour d'expérience d'avoir un retour d'expérience économique et de pouvoir séparer un petit peu les coûts d'opération, le coût de travaux, le coût de travaux de rénovation énergétique pour qu'on puisse bien, le plus possible, en tout cas, segmenter ces coûts et bien affecter des coûts de rénovation énergétique et pas un mix de coûts d'opération, de coûts de travaux dans ces retours d'expérience. Voilà, on essaye aussi de mettre des plans de financement associés à ces opérations. Donc aujourd'hui, sur ce volet retour d'expérience opération par opération en rénovation, vous allez retrouver à peu près 1300, 1400 opérations décrites avec ce détail-là sur l'ensemble du territoire, que ce soit aussi bien du collectif, individuel, tertiaire, et aussi un focus sur les rénovations avec un caractère patrimonial. Alors une fois qu'on a cette vision opération par opération, on a aussi souhaité en fait mettre en place un module statistique qui est en ligne, qui s'alimente automatiquement et qui est plutôt destiné là à de la conception et du retour d'expérience. C'est-à-dire, en gros, je voudrais faire de la rénovation BBC en logement collectif et je m'interroge sur les solutions qui sont mises en œuvre. Cet outil vous permet en direct d'aller choisir un niveau de certification énergétique, ici la rénovation, de se dire je vais choisir du logement collectif et je vais m'intéresser, dans un premier temps, ça donne ici par défaut les consommations moyennes sur 1000 projets et la répartition par poste énergétique. Mais la question que je me posais, c'était sur l'enveloppe, dans mes murs, quels sont les isolants qui sont mis, j'allais doucement, hop, voilà. Quels sont les isolants qui sont mis? Quelle est la clé de répartition entre le plastique alvéolaire, donc polyuréthane, polystyrène, etc., l'aine minérale et les autres matériaux, éco-matériaux? On peut avoir cette clé de répartition, mais en même temps avoir le niveau de résistance et l'épaisseur d'isolant. On va s'interroger à dire, mais est-ce que c'est le même niveau si, par exemple, je m'intéresse au type d'isolation? Donc, à savoir si je suis en ITI, en ITE, etc. Bref, ce module statistique, il est à votre disposition pour pouvoir sortir un petit peu toutes les caractéristiques associées à un bâtiment Effinergie. Donc là, j'ai fait un focus sur la rénovation, mais vous pouvez avoir ces informations sur le neuf. Et j'ai fait un focus sur l'enveloppe en regardant les murs, mais vous voyez bien qu'on peut avoir exactement les mêmes informations sur les toitures, planchers bas, les baies, sur les équipements,
Vous pouvez connaître toutes les clés de répartition et les solutions de chauffage, les clés de répartition des systèmes de ventilation. Et sur les performances, vous pouvez avoir directement, savoir en rénovation, eh bien, en gros, une rénovation BBC, c'est un gain de 71% entre une situation avant et après travaux. C'est un niveau de consommation à 80 kWh. Voilà. En fait, vous pouvez avoir toutes les informations que vous souhaitez et même aussi des informations sur les gaz à effet de serre, émissions de gaz à effet de serre en exploitation ou en analyse de cycle de vie. Donc là, c'est la deuxième fonctionnalité de l'observatoire. Après avoir donné une vue plutôt bâtiment par bâtiment de retour d'expérience, là, c'est une vision plutôt statistique, agrégée, et qui permet plutôt de dimensionner ou de comprendre comment est conçu un bâtiment, des bâtiments Effinergie. Troisième volet, c'est que là, on a donné de l'information un petit peu brute, sans interprétation. Donc, du coup, on publie des études technico-économiques qui, là, sont beaucoup plus détaillées. En règle générale, c'est 2 à 3 études par an. On vient de faire, en fait, sur l'année dernière, des publications sur les rénovations des logements collectifs. Donc là, ça a à peu près un rapport de 50 à 60 pages où tous les indicateurs que vous avez vus dans le module statistique sont analysés et sont complétés d'une analyse économique sur les coûts de la rénovation énergétique en logement collectif. On avait fait la même étude sur la maison individuelle il y a maintenant 2 ans, elle va être réactualisée cette année et on va sortir là, je pense d'ici le mois de mai, une étude sur les bâtiments tertiaires rénovés aussi. Vous pouvez aussi trouver ici des guides. Là, on a fait un guide, par exemple, sur l'analyse des coûts, comment bien analyser une décomposition économique et affecter les bons coûts dans un cas d'une étude de rénovation énergétique ou des newsletters. Vous comprenez bien que là, c'est en fait un lieu ressource, un petit peu comme nous a été présenté auparavant par Brigitte sur le site d'Ecopolis, où vous pourrez trouver de la matière. Alors, une fois qu'on a une vision bâtiment, une vision statistique un peu brute, on va dire, et après une vision statistique détaillée, expliquée, l'idée, c'est aussi d'avoir une vision un petit peu plus quantitative, exhaustive, et de regarder, en fait, sur cet outil-là qui est sur le site dans tableau de bord, ici, c'est une possibilité de cartographier à l'échelle d'un territoire, que ce soit une région, un département, un code postal. Donc là, c'est ce que j'ai fait dans la simulation, de cartographier la dynamique des labels Effinergie ou des constructions rénovation Effinergie. Donc là, c'est plus à destination de personnes qui souhaitent développer un marché, une activité et qui s'interrogent si, par exemple, une personne qui veut faire une entreprise sur les tests d'étanchéité à l'air, avoir une vision sur un territoire à 1 an, 2 ans, du volume d'opérations qu'il pourrait avoir à faire, eh bien, sur la rénovation, par exemple, dans notre futur label, on est en train d'introduire ce test d'étanchéité à l'air. Ça lui permettrait d'identifier ici, d'essayer le nouveau label, de le cartographier, d'avoir une vision et de savoir par code postal le nombre de projets qui sont en cours ou aujourd'hui certifiés avec une carte dans le tertiaire ou dans le résidentiel. Et là, vous voyez qu'un point, plus le diamètre du cercle est large, plus le nombre de logements en cours de certification est important. Mais cet outil est aussi utile en fait pour les institutionnels, pour des collectivités qui font par exemple des mises à jour de plans climat et qui souhaitent avoir une photographie exhaustive des constructions exemplaires. Donc là, ça leur permet d'avoir l'info brute par code postal et de connaître exactement ce que je disais, le nombre de logements par code postal et par typologie de logement, ou aussi de connaître un petit peu la dynamique en ayant une vision plutôt le site qui fatigue ou la connexion qui fatigue peut-être. Je vais poursuivre. Il y a aussi la possibilité donc d'avoir en fait une vision dynamique avec des courbes qui présentent en fait l'évolution dans le temps. Donc là, j'ai présenté, je suis désolé, il semblerait qu'il y ait un petit bug. Bon, voilà, une courbe d'évolution, c'est celle-là. Je ne sais pas si ça va marcher ou si ça a planté un petit peu. Bon, vous la voyez en partie ici. J'ai l'impression que le site a un petit souci. Je m'en excuse. De toute façon, j'avais présenté là rapidement les différentes fonctionnalités, parce que je sais que j'avais un temps limité. Donc, vision par bâtiment, vision statistique, publication et études. Et le dernier volet sur lequel je voulais conclure, c'est qu'il y a aussi des déclinaisons régionales des observatoires. Notamment en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, région sud, Centre-Val de Loire, où là, vous allez retrouver exactement les mêmes informations, mais avec une vision plus détaillée sur
Excusez-moi, je vais prendre PACA plutôt, ce que je vais prendre. Hop, exactement les mêmes types de retours d'expérience, mais en plus avec une vision des acteurs qui permet de rechercher un acteur sur le territoire qui a travaillé sur des bâtiments Effinergie. Donc, si vous cherchez un architecte, un AMO, un bureau d'études qui a travaillé sur un type de bâtiment, il est possible de rechercher des acteurs aussi par typologie de bâtiment, un acteur qui a travaillé sur des matériaux biosourcés, sur de la construction paille, de l'ossature bois, sur du bâtiment patrimonial, il y a possibilité de le trouver. Donc voilà un petit peu l'ensemble des fonctionnalités de l'Observatoire. En conclusion, pour terminer, je dirais qu'on a quelques actualités. On va adapter l'Observatoire et faire un focus sur la copro en 2023 parce qu'aujourd'hui, sur la Réno BBC, on avait très peu de copro. On va essayer d'aller en chercher beaucoup plus sur les territoires. Donc, s'il y a des personnes qui sont présentes et qui sont intéressées pour communiquer des retours d'expérience, on est preneur. Et puis, on est aussi dans un travail d'adaptation de cet outil au futur label BBC Réno qui devrait sortir courant 2023 avec l'État. Et il va falloir donc adapter cet outil pour pouvoir faire du retour d'expérience. Et enfin, dernier mot, on vous communiquera via Ecopolis en fait une vidéo de présentation de l'observatoire qui dure 3 minutes et une présentation PowerPoint que j'avais communiquée en amont, mais on a préféré présenter l'outil plutôt qu'un PowerPoint pour que ce soit plus peut-être pédagogique. Donc, ça sera mis à disposition après la présentation. Voilà ce que je pouvais dire succinctement sur l'Observatoire BBC. Je suis à disposition, évidemment, s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions. Je donne la parole à Elisabeth Dutier de l'Union régionale des CAE. Et je te remercie, Sébastien, si tu veux me quitter, libre à Oui, toi. En fait, si ben, tu veux merci simple. beaucoup pour l'invitation et bonne matinée à tous. À très bientôt. Merci Oui, encore. merci. Alors, je vais commencer par vous présenter rapidement l'Observatoire de la qualité architecturale du logement qui est porté par les 8 CAUE franciliens. C'est un observatoire donc régional. Tous les CAUE d'Île-de-France participent à cet outil qui a été créé en 2005 à la demande de la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles. Et l'objectif de cet observatoire est de valoriser des opérations de qualité. Donc, on se concentre vraiment sur des opérations de logement, de faire des retours d'expérience sur ces opérations de qualité avec des interviews auprès de l'ensemble des acteurs du projet et aussi des habitants, puisque on analyse des opérations de logement qui sont déjà livrées et habitées depuis au minimum 2 ans. Et donc, ça nous permet d'avoir le retour aussi des personnes qui y vivent. Donc, c'est un outil qui est disponible entièrement en ligne sur le site des CAUE d'Île-de-France. Vous avez une cartographie qui recense l'ensemble des projets qui ont des opérations de logement qui ont été analysées depuis sa création, avec possibilité de filtrer si vous êtes intéressé plutôt sur des opérations de logement collectif ou individuel et sur les types d'interventions. Et ensuite, vous avez l'ensemble des projets qui sont présentés ici avec des fiches retour d'expérience qui sont téléchargeables ou consultables directement en ligne. Depuis quelques années, depuis 2020, à la demande de la DRAC, on se concentre sur des analyses d'opérations de réhabilitation et l'objectif étant de montrer voilà, de montrer que on peut concilier qualité architecturale, mise en valeur du bâti ancien et amélioration énergétique. Donc, je vais présenter rapidement un petit bilan de ces 2 dernières années d'analyse d'opérations de réhabilitation. Est-ce que voilà, donc depuis 2020, donc c'est 15 opérations qui ont été analysées sur le territoire de l'Île-de-France. Vous avez la liste ici que vous pouvez retrouver aussi sur le site internet, avec des caractéristiques assez variées, puisque même si on essaye d'avoir une diversité de statuts, on sélectionne quand même essentiellement des opérations de logement collectif avec majoritairement un statut de logement social. Les opérations sont réalisées soit en site occupé, soit libre à peu près à 50%.
à 50-50, c'est assez équitable. Et puis, l'essentiel du panel de l'Observatoire est quand même composé d'opérations de réhabilitation sur du bâti qui date d'après-guerre. L'amélioration thermique sur les projets étudiés, elle est toujours embarquée, mais elle n'est pas systématiquement à l'origine du projet. Si on analyse un peu les différentes raisons, enfin les différents enjeux qui sont à l'incidence du projet de réhabilitation, il y a évidemment la mise aux normes des logements avec l'évolution des standards de confort, mais il y a aussi l'opportunité de créer du logement en recyclage urbain, avec notamment toutes les opérations de transformation de bureaux en logements qui prennent de plus en plus d'importance. D'autres enjeux qu'on a identifiés comme étant à l'incidence du projet, c'est les ravalements qui peuvent être l'occasion de démarrer un projet de réhabilitation, mais aussi donc, en petite quantité, mais aussi l'objectif d'augmenter la surface des logements, qui peut être à l'origine du projet de réhabilitation. Sur la nature de l'isolation, alors là, on parle d'une vingtaine d'opérations analysées, donc c'est évidemment pas du tout représentatif de ce qui se fait de manière générale à l'échelle francilienne, mais en tout cas, sur les opérations sélectionnées au sein de cet observatoire, ce qu'on constate, c'est que l'ITE n'est pas forcément majoritaire, et en particulier pas sur la façade principale, qu'il y a voilà, une diversité d'interventions possibles sur la façade. Et qu'il y a systématiquement d'autres types de travaux qui sont embarqués, et notamment les plus importants qui sont les remplacements des équipements de chauffage et des menuiseries extérieures. Après, il y a toute la question de l'évolution de la façade, puisqu'on parle beaucoup de l'isolation thermique par l'extérieur. Enfin, c'est un des grands enjeux aussi qui était à la demande de la DRAC, de travailler sur des opérations de réhabilitation, de montrer en fait la diversité des nuances qui existent dans la manière d'intervenir sur le bâti existant, entre renouvellement complet de l'image jusqu'à la préservation du bâtiment et de son caractère patrimonial. Ce qu'on constate, c'est qu'on est voilà, entre préservation et nouvelle écriture, il y a vraiment une diversité d'interventions possibles, avec notamment des situations où la façade principale est conservée, mais il y a une nouvelle écriture qui est proposée sur des surélévations ou sur des extensions. Et que le changement de l'aspect esthétique en façade, il peut se concentrer aussi enfin, en tout cas, il peut être amené aussi par des interventions plus ponctuelles, comme le changement des menuiseries ou la couverture de balcons, ici par exemple sur la cité du Pré-Saint-Gervais dans le 93. Enfin, un autre point qui nous semble intéressant de soulever à l'issue de ces analyses, c'est ce que la réhabilitation offre aux usages, parce qu'au-delà de questions de préservation et d'évolution de la façade, il y a évidemment les opportunités qui sont offertes par la réhabilitation pour offrir du logement de qualité. Déjà, ça permet de créer des espaces atypiques et des surfaces souvent augmentées par rapport aux standards du logement neuf. C'est ce qu'on constate notamment avec la réalisation de plans habités sur l'ensemble des opérations qui sont analysées. C'est des typologies d'appartements qu'on retrouve difficilement, enfin c'est des organisations d'appartements qu'on retrouve difficilement dans le neuf, que la réhabilitation, elle permet de modifier les espaces intérieurs du logement, mais aussi c'est une opportunité d'améliorer les parties communes. Et du coup, l'intérêt de préserver le bâti ancien, il va bien évidemment au-delà de l'enveloppe. Et ce qu'on constate avec ces analyses, c'est que voilà, même si on réduit trop souvent l'intérêt patrimonial d'un bâtiment à sa façade, il y a beaucoup d'éléments qui justifient la préservation et la mise en valeur du bâti par la réhabilitation. Sa qualité constructive, la qualité des matériaux de finition, l'originalité, la générosité des façades. Mais c'est aussi souvent les témoignages de l'histoire
de l'histoire du développement urbain. Ici, je vous ai résumé un peu toutes les ressources qui sont disponibles au sein de cet observatoire. Donc, on réalise chaque année des séminaires thématiques avec l'ensemble des professionnels concernés par la création du logement en Île-de-France, des visites. On réalise aussi des entretiens depuis 2020 auprès d'acteurs clés de la réhabilitation et puis des analyses d'opérations que je vous ai présentées ici avec des focus retour d'expérience des habitants. Donc, toutes ces ressources, elles sont disponibles en ligne sur le site des CAUE d'Île-de-France et voilà, n'hésitez pas à nous solliciter pour plus d'informations. Très bien, merci beaucoup Lisalie. Je propose qu'on passe à la partie suivante, qui est du coup dédiée à la programmation. Je vais donner la parole à Dominique Ingol et François Perrault. François, Dominique, si vous êtes prêts à partager. Donc, je passe la parole à Dominique qui va nous parler de la programmation et de la spécificité de l'intervention d'un programmateur en réhabilitation. Oui, bonjour, Dominique Ingol. Je suis associé avec Denise Pradel au sein de l'agence Les Mètres Carrés Heureux, que nous avons cofondée il y a 33 ans. Lorsqu'Ecopolis nous a fait l'honneur, mais tout le plaisir en septembre dernier d'échanger sur la programmation en réhabilitation, on a été un petit peu surpris, car d'expérience, les retours d'expérience sont plutôt présentés par des maîtres d'œuvre et de belles images. Or, la phase de programmation est souvent un petit peu aux oubliettes. On est un petit peu le mouton noir du métier en général. Alors, cet exercice nous a un peu obligés à deux choses, à capitaliser son retour d'expérience et à tenter de faire émerger la place de l'exercice en 2023, hein, au moment où la réhabilitation devient une sorte de posture obligée. Voilà. C'est compliqué parce que aussi, on manque un peu de recul sur cette intégration qui est quand même très récente. Et c'est à part, mais il y a tout un travail nécessaire sur les pratiques de la programmation au niveau AMO, conception de maîtrise d'œuvre, qui n'est pas l'objet de notre journée, mais qui est très important. Alors, ce qu'on va vous présenter, c'est un peu ce résultat, c'est un PowerPoint qui est très peu PowerPoint, hein, parce que voilà, c'est un document qui veut exprimer que le sujet il est aussi riche que complexe. Hein. Et moi j'ai ressenti un peu la nécessité que vous ayez par la suite un certain nombre d'éléments, un peu de checklist ou un quasi pense-bête d'éléments qui sont souvent sous-estimés ou oubliés. Il faut laisser un certain nombre de ressources. Alors, on a peu d'exemples ou d'études de cas, car ce n'est pas adapté à ce webinaire. Et par contre, ce qu'on souhaitait, c'était privilégier à la fin de l'échange des discussions sur vos propres études de cas. Voilà. On vous demande quand même beaucoup de bienveillance parce qu'on s'est lancé sans filet et qu'on n'a pas pré-testé ce document. Alors, cette présentation, elle est en 4 temps, un très court rappel sur la programmation pour qui, pourquoi, et par qui. Très rapide. Le deuxième point, c'est de resituer un petit peu le contexte de la réhabilitation en relation avec la programmation et vous faire ressentir que la programmation, c'est un exercice qui, en réhabilitation, est plus complexe qu'il n'y paraît. C'est une réalité qui est souvent sous-estimée. Hein. Elle est sous-estimée par les maîtres d'ouvrage, elle est sous-estimée un peu aussi par les maîtres d'œuvre, et voire même parfois par nous-mêmes, puisqu'elle interroge effectivement sur un environnement qui n'est pas qui n'est plus celui d'origine, hein, un bâtiment existe dans un site, un questionnement abatique vécu, voire beaucoup vécu. Il intéresse un programme que s'il n'est pas nouveau, à ce moment-là, qui lui-même a vécu. Voilà. Et soit un vocable unique du mot réhabilitation, il y a des réalités de nature et d'intervention qui sont très différentes. Voilà. Après, troisième temps, là on va mettre un peu plus de focus sur le thème même de l'intervention, sur, j'irai, 2 phases essentielles amont qui sont le pré-programme et les tests de faisabilité qui vont avec l'évaluation des coûts, sur lesquels il y a toujours beaucoup de points d'inconnus, et une conclusion peut-être sur le bon programme, qui est un grand débat. Donc, et le dernier point, c'est la place à l'échange. Je crois que c'était indispensable de faire quelques rappels très simples, hein, et indispensables pour nos futurs débats.
je rappelle juste que la programmation a été constituée en France par la loi dite MOP en 85, c'est pas si vieux, ça retarde, mais voilà. Et à un moment donné, ce qui est important à souligner, c'est qu'un programme, c'est, je rappelle la définition d'AMIC, un très bon ouvrage sur la programmation, c'est un tout qui est cohérent, hein, qui doit transcender l'obligation légale, j'insiste bien, pour le public. Un bon programme, là aussi, même nos plus sympathiques contempteurs qui sont nos amis architectes, hein, on voit l'utilité. Alors la question du bon programme, on y reviendra, c'est toute l'importance de la démarche de programmation qui doit être réalisée. Ensuite, moi, je voulais souligner juste quelques petits points, hein, des ambiguïtés qui sont un peu récurrentes. La première, voilà. La définition d'un programme, ça relève de la responsabilité du maître d'ouvrage, pas de la maîtrise d'œuvre. Je suis certain qu'il y aura des questions à ce sujet. L'autre point, c'est que la loi MOP précise qu'un programme, il est considéré comme parfaitement défini à l'APD, ce qui signifie qu'il y a une réponse il y a une place pour des réponses, des discussions. On y reviendra. Et j'insiste beaucoup sur le mot réponse appropriée à un programme par la maîtrise d'œuvre, et non pas forcément le mot respect qu'on trouve dans certains règlements ou que cette maîtrise d'ouvrage veulent développer. Ensuite, effectivement, il y a des ajustements de programmes qui peuvent être opérés, hein, parce qu'il y a une nécessité liée à l'analyse plus fine d'un bâti ou à une proposition de maîtrise d'œuvre sur le plan conceptuel. Eh bien, là, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que ce point, ça reste des points qui sont apportés à validation de nettoyage. Je reviendrai beaucoup sur ce thème de validation. Et en réhabilitation, hein, ben voilà, les diagnostics, comme des parties pris de la conception, hein, sont conduits sous la responsabilité directe ou indirecte de maîtrise d'ouvrage. Je dis direct parce qu'il y en a qui sont en amont, il y en a qui lui sont confiés et d'autres confiés à la maîtrise d'œuvre. Et ces éléments peuvent être de nature, bien évidemment, en général à la marge, mais pas toujours, d'affairer sur le programme. Et tout ça peut avoir effectivement, et c'est un sujet très sensible, un impact sur les coûts de travaux, hein, où est l'ajustement des surfaces utiles, en plus ou en moins, ce qui sont tous des sujets importants à valider. Voilà. Alors, en fait, voilà. Dans les faits, comment s'incarne un programme? Alors, je dirais que un programme, c'est presque c'est un ovni, oui, voilà. C'est surprenant quand même, en France, ce pays très, très normé, il n'y a aucun texte officiel qui définisse un programme. Donc, voilà, ça forme. Voilà, on est totalement libre, voilà, d'exprimer qu'on veut. Alors, je dirais, heureusement, la profession via le CIPIN, mais aussi l'ANI, qui est beaucoup appuyé, fait qu'il y a un corpus, hein, on peut se référer, avec un schéma, il y a un processus très itératif, hein, je ne vais pas le rappeler ici, mais qui est très essentiel, qui va jusqu'à l'adéquation de programme projet. Hein, c'est important, un programme n'est validé qu'au moment de l'APD, hein, définitivement, ça veut dire que tout ça, ce sont des bases de retour, de discussion. Voilà. Après, je faisais un petit clin d'œil, je suis né à Vierzon, hein, voie de la liberté. Voilà. On pourrait faire sur mon ancien site une crèche, voilà, et une crèche à Vierzon, 1 million d'euros, ça peut être un programme. On peut avoir une variante, une restructuration de l'ancienne métropole à Vierzon, coût de travaux 500 000 euros. C'est aussi un programme, juridiquement ça tient. Non, alors je mets un petit clin d'œil, en réhab c'est évidemment moins cher, c'est pas toujours vrai. Mais voilà, je souhaitais dire que c'est une diversité qu'il faut avoir en tête. Hein. Voilà. Et puis derrière, tout ça est commis par qui? Voilà, il n'y a pas véritablement de formation diplômante. Hein. On a même la seule formation un peu diplômante, c'est le DEPROG, qui est plutôt un parcours de formation certifiant. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire de la formation. Un architecte, un plombier, moi-même, je ne suis ni architecte, j'ai fait une école de commerce. Voilà. Dans la réalité, on a de très nombreux profils, vous le savez, et souvent des équipes pluridisciplinaires, ça va de soi. Voilà. Je vais maintenant passer un petit peu dans le dur. Alors oui, c'est vrai que la démarche de programmation, hein, réutiliser un bâtiment, je dis un bâtiment, c'est un peu générique, hein, ça peut être un, ça peut être plusieurs, mais à un moment donné, quand on a plusieurs bâtiments, on va considérer individuellement chacun de ces bâtiments. Hein. C'est assez trivial de le dire, mais c'est d'une complexité qui est très souvent, très largement sous-estimée par les maîtres d'ouvrage. Voire, il y a même des architectes longtemps. Voilà, il faut croiser des exigences qui sont celles du programme,
c'est important, avec les caractéristiques et aussi les potentialités d'un bâtiment, mais aussi de son environnement. Voilà, est souvent oublié quand on consulte. Et voilà, je crois qu'avant de parler du bâtiment, il ne faut jamais oublier que le terrain d'assiette, hein, le terrain d'assiette notamment, ce n'est pas un objet isolé et intangible, sauf peut-être à Paris, dans des parcelles très très contraintes. Hein. Tout ça a évolué depuis la construction. Hein. Il peut se passer plein de choses autour, hein, de la bretelle d'autoroute jusqu'à des impacts sur la biodiversité, etc. etc. Et voilà, donc déjà, l'appréhension du programme ne peut pas être la même. Et bien évidemment, c'est encore plus vrai dans une démarche environnementale. Voilà. Et puis ensuite, il y a des évolutions qui sont déjà là, qui sont de nature à réinterroger le programme initial. Alors, sur la question, c'était plus mon petit checklist, là, donc je ne vais pas le développer avec vous, mais voilà, le bâtiment, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un objet figé. Hein. Il a des caractéristiques, il a toute une série de données. Voilà, bon, je les ai rappelées, voilà, je ne vais pas rentrer dessus, normes, vieillissement, pathologie, désordre structurel, etc. Voilà. Mais il y a à côté, on ne fait pas l'un sans l'autre, et vice-versa, il y a un programme lui-même qu'on va accueillir, qui est l'objet de nombreuses modifications. Hein. Ça passe par les fameux détournements d'usage, plus ou moins bien faits. Il faut que la lecture même du bâtiment comme ça. Il y a sur des effectifs réglementaires, il y a des tas de choses, hein, on en est très, très riche. Le risque Covid. C'est vrai que l'évolution sociétale, aujourd'hui, on y est confronté de manière un peu exceptionnelle, mais c'est très, très fort. Hein. Je prends un exemple aujourd'hui. C'est pas rare que pour une école, et c'est très très surprenant, les équipes enseignantes nous demandent une salle de plein air. C'est pas une proposition qu'on fait. Je l'ai entendu plusieurs fois depuis 2 ans. Voilà. Ça peut amener à réfléchir sur la réalisation du préau, mais c'est une demande ou quand on s'en va, voilà. C'est quelque chose qui est non pas violent, mais qui est très fort. Et puis, on réfléchit à des nouveaux modes de fonctionnement. Je ne passe pas de la mutualisation, qui est un sujet adoré par les maîtres d'ouvrage, hein, qui sont soucieux d'économie, sans forcément se rendre compte des difficultés. Mais il y a des choses à faire. Voilà. Bon. Une nouvelle attente. Alors, quand on cumule tout ça, là, on réalise que le menu, j'ai parlé du menu dégustation, il est très riche et que inventer un petit peu la recette qui convient n'est pas une mince affaire. Et cette imbrication de bâtiments, programme en devenir, quelque part, c'est un certain vécu. Hein, et ça a beaucoup d'histoire, et il va falloir enquêter. On pourrait peut-être ajouter, Dominique, c'est que ce regard sur les bâtiments existants, dans la pratique de programmateur, les choses bougent. C'est aussi quelque chose qui bouge dans la société. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le regard sur ces bâtiments existants, il évolue très très vite. On passe en ce moment, enfin c'est quelque chose qu'on vit tous, d'un regard vraiment très porté jusqu'à très peu de temps sur la conservation et la transformation de l'existant. L'existant envisagé plutôt comme un patrimoine ou comme une mémoire. Et aujourd'hui, ce qui s'impose à nous peut-être, c'est un nouveau regard où l'intérêt environnemental de la réhabilitation, en termes d'économie de ressources, en termes d'économie aussi de production de déchets, c'est quelque chose qui vient prendre le pas, qui vient plutôt accompagner ces regards plus traditionnels sur la réhabilitation. Et aujourd'hui, l'amélioration indispensable des performances énergétiques de la quantité considérable de bâtiments qui a été léguée par l'histoire récente. Dans la présentation précédente, on voyait un petit peu la répartition entre les bâtiments d'avant 45 et d'après 45. C'est quelque chose qui est très prégnant. Quelques ordres de grandeur peut-être pour figer un peu les choses. Il y avait 13 millions de logements en France en 1939, c'est-à-dire avant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on est à plus de 36 millions de logements. Donc, on a presque triplé la part de bâtiments, de logements en France. C'est quelque chose qui s'applique aussi aux autres types de programmes. Et on voit que ce qui aujourd'hui importe, c'est plus tellement le bâtiment mémoire au sens où il raconte quelque chose de ce qui se passait avant, de ce qu'on savait construire avant. Mais l'enjeu, ça va être pour les temps qui viennent, la réhabilitation des logements modernes, des logements récents qui ont des caractéristiques très particulières. Et pour finir aussi sur cet aspect un peu environnemental de l'intérêt de la réhabilitation, rappeler aussi quelques ordres de grandeur sur
la mobilisation de ressources qui est mise en œuvre quand on réhabilite par rapport à la construction neuve. Une étude de l'ADEME de la fin 2019 faisait un petit comparatif comme ça sur la rénovation. Alors c'était la rénovation entendue, au sens plutôt de la rénovation énergétique, mais les rapports sont extrêmement déséquilibrés. Pour construire un logement individuel neuf, il faut mobiliser 40 fois plus de ressources que pour un logement réhabilité individuel. Pour le logement collectif, c'est 2 fois plus, il faut 80 fois plus de ressources pour construire du neuf que de l'ancien. Et le petit document du CEREMA qui sera très récent, là, de 2023, qui était présenté tout à l'heure et dont les références seront mises à disposition, s'interroge aussi sur cette part très importante de la ressource, même si aujourd'hui les données documentaires ne sont pas très bien stabilisées. Il y a encore peu d'études d'ACV qui comparent un programme égal le neuf et la réhabilitation, mais c'est un enjeu fantastique, la réhabilitation, pour économiser de la ressource, économiser du carbone, économiser des déchets. C'est ce qu'on rappelait un petit peu là sur l'importance qu'il y a donc à économiser notre énergie et nos ressources, à réduire notre production de déchets. Le bâtiment étant le secteur qui en produit le plus en France, il en produit les 3/4 en réalité, 240 millions de tonnes sur un peu plus de 300 millions de tonnes de déchets produits en France par année. Et puis aussi parce que la réhabilitation, c'est un outil formidable pour travailler sur l'amélioration du cadre de vie et la réduction de la précarité énergétique, qui est un sujet majeur, qui concerne quand même plus de 3 millions de ménages en France et sur lequel la réhabilitation est un outil essentiel pour intervenir sur ce problème. Dominique, à toi. Oui, alors, je vais te rebondir un peu sur... Alors, on n'est nous pas des experts du logement social, on est beaucoup plus impliqués dans les équipements. Hein. Mais aujourd'hui, on est vraiment confronté, ça aussi c'est assez nouveau, dans les concours, hein, c'est un peu un retour, à des partis pris de plus en plus affirmés des maîtres d'œuvre hein, sur la réalisation du bâti. Hein. Quand bien même, dans le cas de la programmation, des thèses, des validations, on a pu considérer que pour un certain nombre de motifs, un certain nombre de bâtiments avait vraiment une valeur en termes d'usage, de réutilisation qui n'était pas pertinente. Donc, ça nous pose plein de problèmes sur au niveau de l'analyse et de concours. Mais c'est vraiment une posture qu'on a maintenant quand on est confronté à cette problématique dans un concours sur 2 véritablement. C'est-à-dire, voilà, ça démontre l'intérêt qui portent les maîtres d'œuvre. Voilà. Alors, pour la suite, je ne vais pas approfondir hein, les 4 thèmes. Je crois que c'était important de se rappeler que derrière le mot réhabilitation, je dis les cahiers des charges, parce que c'est l'émission qu'on nous confie et qu'on vous confie maître d'œuvre, il y a souvent 4 acceptions très différentes. Hein, et que ces 4 types d'intervention, ils peuvent se combiner, et bien évidemment, ils se combiner de façon un peu incrémentale et de plus en plus complexe. La rénovation énergétique, ça va de soi, j'ai envie de dire. Hein. Au départ, souvent limité au traitement des systèmes, mais qui peut être plus ambitieux et qui peut amener effectivement à être un levier à d'autres types de réflexion. C'est souvent un angle d'entrée, d'ailleurs, des programmes auxquels on répond aux consultations. Il y a la raison, on va s'appeler technique, ce n'est pas le bon terme, mais voilà, effectivement, le bâtiment il garde ses usages, mais voilà, on avait regardé plutôt des éléments d'obsolescence, c'est souvent la problème d'accessibilité, etc. Bon, les deux se combinent plus ou moins avec la raison énergétique, mais ce n'est pas nécessairement le cas. C'est 2 choses parfois différentes, et il peut y avoir des questionnements de l'un indépendamment de l'autre. Après, on peut aussi avoir la question, parce que, encore une fois, un bâtiment, il peut être vide d'usage, mais quand il n'est pas vide d'usage, c'est la réaction fonctionnelle, hein, voire, cas extrême, de changement d'usage. Là, on n'est plus du tout dans la même posture. Là, on a une couche d'humain, on était un peu le squelette avant, c'était la compréhension d'un squelette, la modification d'un squelette, le rendre efficace aujourd'hui hein, et propre. Et là, on a introduit l'usage, l'activité, le futur vécu. Voilà, on a ajouté des organes, j'ai envie de dire. Voilà. Et derrière tout ça, on voit bien que le degré de complexité augmente. Alors, je voudrais bien retenir, je dirais plutôt à garder à l'esprit quelques points d'attention que je voulais rappeler.
la modification de destination, c'est une évidence, mais je crois que c'est essentiel. De destination d'un bâtiment, il est de nature à changer substantiellement ses conditions d'utilisation et à induire des interventions significatives, voire à conclure. Le programmiste n'est pas dans la même posture qu'un maître d'œuvre qui se doit, lui, d'apporter une réponse. Nous, notre réponse, ça veut dire ce bâtiment, il ne convient pas dans ce cas de figure. Oublions-le pour ça, il sera très bien pour autre chose, parce qu'il faut le conserver, pas forcément le détruire. Voilà. Tout ça pour des motifs, hein, je dis bien aussi bien de coûts de déconstruction, de remise en état, que d'inadéquation à l'usage. Encore une fois, voilà. Notre souci, c'est d'éviter une mauvaise décision et de lancer à la maîtrise d'œuvre un programme qui n'a pas de sens, qui n'a pas de sens. Voilà. Deuxièmement, bon, établir une note d'évaluation. Alors ça fait un peu scolaire, hein, sur le fonctionnement du bâtiment réhabilité. Voilà. Et c'est important de savoir que quand on regarde un bâtiment existant, bien évidemment, on n'a pas la liberté programmatique et derrière conceptuelle du neuf. Donc à un moment donné, on est obligé de se poser des questions sur des compromis. Voilà. Et c'est important, très important, que la maîtrise d'ouvrage se positionne avant, ne serait-ce que parce que dans le cadre d'une consultation, c'est un problème d'équité. Je prends un exemple caricatural, hein, d'école. De plus en plus, on est confronté, pour plein de raisons, je ne rentrerai pas dans le débat, mais sur une restauration au rez-de-chaussée ou à l'étage. Pour plein de raisons, on la préfère au rez-de-chaussée, mais il peut y avoir des raisons qui nous conduisent à la faire en étage. C'est un sujet très, très sensible. Et c'est important qu'un vrai process, je dis un vrai process, c'est qu'on ait mis en œuvre les moyens et le temps, permettent de dire si on le veut en étage, pas en rez-de-chaussée, et que ce ne soit pas remis en cause, ou que ça ne puisse pas être remis en cause par la suite, sauf à créer une sorte de déséquilibre, une inéquité dans le jugement. C'est un point très important. Alors, un bâtiment non plus, voilà, c'est dit, mais je le redis, ne peut pas être regardé, réfléchi sans tenir compte du programme qu'il doit accueillir. Et ces caractéristiques fonctionnelles et organisationnelles, c'est quand même, c'est le maître mot. Voilà, ça ne sert à rien de faire une très belle réhabilitation si le besoin n'est pas là ou s'il est maltraité au final. Voilà. Enfin, hein, les réponses aux ambitions du maître d'ouvrage, elles sont importantes parce que voilà, un maître d'ouvrage, il vient en général, on l'avait vu, par une petite réalisation énergétique, technique, un programme qu'il faut un tout petit peu améliorer. En général, il faut mutualiser tout ce qu'on peut parce que ça va coûter moins cher. Voilà, mais tout ça est très gentil, mais c'est aussi l'occasion de reposer tous ces paramètres, et y compris celui aujourd'hui qui, on va le dire, même si on travaille dans ces démarches depuis longtemps, mais aujourd'hui on est obligé, la question de la frugalité, la question de l'impact carbone, de la production de ces déchets, ils rentrent dans le panier aujourd'hui, hein, et on ne peut pas les oublier. Et c'est important, le programmiste, qui est souvent le premier à intervenir, avec des précurseurs, des préalables, des CEO qui interviennent par exemple, mais fondamentalement, on est le premier à avoir le temps d'en parler, d'en discuter. Et ça, c'est aussi une opportunité à la fois pédagogique, mais aussi d'intégrer dans toute programmation ces paramètres et d'en prendre la bonne mesure. Et derrière la bonne mesure, je crois que les maîtres d'œuvre comprendront, c'est aussi à un moment donné d'avoir repris tout l'éventail de ces questions pour qu'à un moment donné, le programme soit clair et que le coût qui aille avec soit lui aussi pertinent. Autrement, on va dans le mur. Ce que tu évoques, Dominique, ça fait écho à des choses qui sont assez spécifiques, me semble-t-il, de la réhabilitation. C'est-à-dire que d'une part, programmer en réhabilitation, ce n'est pas la même chose que le faire dans le contexte de construction neuve, mais c'est aussi suggérer que le travail de programmation dans lequel on peut insérer sans doute beaucoup de dimensions environnementales et d'éco-conception, c'est peut-être aussi une occasion pour prendre conscience qu'il
il y a des opportunités qui s'offrent en réhabilitation, particulièrement dans la phase programmation. L'existant, il existe déjà, il y a des usages, il y a des voisins, il y a des riverains. C'est un support de pratiques innovantes et en tout cas encore en grande partie inhabituelles dans le monde de la construction. Travailler dans l'existant, c'est aussi sans doute pouvoir se donner l'occasion de programmation qu'on pourrait appeler alternative, l'existant pouvant, là encore, constituer un lieu d'expérimentation d'usage. Pendant une phase, on sait bien qu'en réhabilitation, il y a parfois des gens qu'il faut reloger. Il y a souvent des temps intermédiaires d'occupation des logements, que ce soit des temps contraints, des temps subis ou choisis. Mais surtout, ça permet d'envisager des occupations, des modes d'occupation qui sont un peu différents, un peu inattendus parfois, ou complètement maîtrisés. On prend par exemple le site de l'ancien campus de l'université Sorbonne-Censier, qui en ce moment est devenu un lieu un peu alternatif, qui s'appelle Césure. C'est un lieu qui est porté par les Porifs et qui a été mis à disposition par Plateau Urbain pour 2 ans et qui aujourd'hui est le support non seulement d'activités d'enseignement toujours, mais aussi d'activités liées à des associations. Là encore, l'existant peut être le support de pratiques innovantes, y compris à une réflexion urbaine et sociale qui va au-delà du simple emplacement du bâtiment. Je prends l'exemple de l'hôpital Pasteur à Rennes, qui est une opération qui a été menée sur de nombreuses années avec beaucoup d'intervenants. Et avec des réflexions sur les usagers, sur les occupants, sur finalement le devenir du lieu. Et je te repasse la parole, Dominique. Oui, j'en profite pour dire, depuis plus mois d'ailleurs qu'années, vraiment au moment de programmation, des matchs à programmation, en réhabilitation, on est de plus en plus amené à faire énormément de pédagogie, à intéresser, à présenter entre guillemets des benchmarks, par exemple, ce qu'on veut, sur la question de la récupération des matériaux. C'est un sujet sur lequel, naturellement, les maîtres d'ouvrage, surtout occasionnels, sont complètement perdus, on voit de façon un peu garage, et c'est vrai qu'on est amené aujourd'hui à leur faire prendre conscience que ce travail il est indispensable. Plus il sera conduit en amont, plus on risque de documenter et d'aider la consultation de maîtrise d'œuvre, avoir une vraie réponse. Qui peut impulser une réflexion très tôt avec les maîtres d'ouvrage. Très tôt, qui passe aussi éventuellement par des visites, ça c'est important. Donc, voilà, je vais essayer de ne pas vous ennuyer avec le métier de programmiste, mais de vous rappeler et souligner quelques incontournables plutôt centrés sur les phases un peu émergées de l'iceberg programmatique, qui sont la phase de pré-programmation et de test, et de voir quelques points importants de leur conduite et qu'il faut avoir en tête. Elles sont mal connues et mal comprises souvent. Voilà. Bon, je crois que c'est important de rappeler que on a cette phase qu'on a déjà évoquée de compréhension du bâtiment existant. Voilà. C'est important d'avoir en tête un bâti, plusieurs bâtis. Ce n'est pas des objets posés sur un site. Ils ne sont pas vides de sens, ils ont leur histoire, ils ont leur contenu, ils ont leur mal vécu, leur bien vécu, ils ont leur transformation d'usage, leur mauvaise réparation, leur mauvaise fondation, etc. Mais il y a déjà ce moment de recul essentiel. Voilà. Ensuite, se conjugue forcément, je mets à part là, on demande de réhabiliter un mètre d'œuvre, un bâtiment pour le mettre à neuf, ok, voilà. Mais la définition précise des besoins, alors, ou la plus précise possible, parce qu'un besoin, ça s'analyse à un moment donné, avec les personnes qui sont autour de nous et pas d'autres, et leur niveau de culture, et le temps qu'on a de disponible. C'est important. Voilà. Le recueil des objectifs, la qualité d'usage attendue, peut être très différente sur les maîtres d'ouvrage, quelles sont les fonctions, quelles sont les surfaces qui vont être calculées, et là-dessus, on peut être dans des variables très fortes. Quelles conditions d'organisation fonctionnelle. Voilà. Et il est important que sur ces thèmes, et c'est l'objet du programmisme qu'on ne voit pas, c'est d'obtenir les validations. Voilà. Et la loi nous oblige à faire de l'aide à la décision, c'est-à-dire lui offrir à valider ou des alternatives et qu'ils choisissent. Voilà. C'est important d'avoir tout ça, c'est important pour la maîtrise future des coûts du projet. Voilà. Donc, je réinsisterai que sur des points importants, ces validations, c'est un processus qui est compliqué et il requiert d'abord d'avoir une maîtrise d'ouvrage qui soit déterminée en ce domaine, c'est notre logiciel de la
convaincre, de bien s'organiser, c'est notre boulot, mais aussi quel est le temps, qu'on ait le temps de le faire. Hein. Une programmation commando en 15 jours, ça ne fait pas une validation. On est certain qu'à un moment donné, on fera n'importe quoi. Voilà. Et ça, c'est important pour favoriser à un moment donné un travail beaucoup plus libre et serein dans un cadre qui soit bien déterminé. Voilà. Alors, ce n'était pas l'objet de cette présentation de parler de la programmation, mais ça participe de la programmation, pour moi, j'appellerais réussie. Ensuite, c'est toute la question, alors là, par contre, de la réhabilitation des diagnostics. Alors là, derrière ce mot, enfin, je mettrai même un pluriel, hein, voilà, un bâtiment, ça le met à disposition, ben, voilà, c'est-à-dire un squelette plus ou moins nettoyé. Voilà. Et il faut l'appréhender, on l'a dit, il faut le contextualiser, hein, on regarde ce qu'il va accueillir, de ce qu'il a accueilli, de notre opération, voilà, mais aussi de son site, hein, je l'avais dit tout à l'heure. Le site, c'est l'environnement. Voilà. C'est important que tu le. Oui, environnement, pas voilà. site, environnement, oui, de son environnement. C'est l'image, mais on peut avoir construit un bâtiment sur un terrain vierge, et puis propre d'un équipement structurant, par exemple, c'est qu'il amène plein de choses autour. La réalité qu'on avait prévue n'est jamais celle que l'on vit au moment donné. Voilà. Donc tout ça, derrière, c'est vraiment, je ne rentre pas dans les détails, c'est pour vous l'aider pour apprendre un peu la suite, mais c'est pour mémoire. Hein. Alors, tout ce qui doit être un peu vérifié. Denise, votre associé, dit toujours que le travail du programmiste, à ce moment-là, c'est un petit peu celui de Sherlock Holmes. Hein. On a besoin de vérifier beaucoup de choses, ce que fera l'architecte à sa manière, avec son équipe par la suite. Et qui lui déblaye le terrain. Mais voilà, notre objet, c'est de déblayer le terrain, d'avoir de grandes oreilles, je dis souvent, pour pouvoir recentrer. Vous savez, tout ce qui concerne la parcelle, son environnement. Pour rentrer dans les détails, tout le monde le sait. Mais c'est important de le relister. Hein. La question de la morphologie d'un bâtiment et de sa capacité. Bien sûr, hein, son architecture, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle représente, sa valeur patrimoniale, même si elle n'est pas si ancienne, qu'est-ce qu'elle signifie, dans un contexte très varié géographique aussi, hein, voilà, tout à fait. Sa forme, est-ce qu'elle a été, ses points durs, c'est plus classique, hein, mais aussi la valeur du plan, ses gabarits, pour nous c'est très très important les gabarits, parce qu'il y a beaucoup de programmes, beaucoup de choses fonctionnent très mal, notamment dans la dimension environnementale avec des mauvais gabarits. Voilà, donc tout ça doit être bien appréhendé et voilà. Et nous permet d'aboutir un peu pour chaque bâtiment, à voir quelle est son histoire, ses caractéristiques qualitatives et quantitatives. On est aussi sur tout ce qui est diagnostic technique normatif, ça se recoupe un peu. La date de construction, vous voyez qu'elle a été très informante. Déjà, on peut diagnostiquer plein de choses sur une date de construction, c'est très bien. Non, je dis ça aussi parce que dans le cadre de programmation, on a parfois plein de diagnostics structurels, techniques, énergétiques qui, à un moment donné, quand un bâtiment il a un certain âge, à titre d'exemple, les années 70, on n'a pas vraiment besoin de diagnostic énergétique, ça peut aider à un moment donné, mais et puis il ne serait pas sur un voilà. Mais notre boulot aussi, c'est de faire en sorte d'être le plus pertinent en n'amenant pas le bouclier de toutes les études qu'il faudrait et qui seront inutiles, surtout, ce qui n'est pas le problème de la demande, hein, mais parfois quand même que le bâtiment pourrait être détruit, parce que qu'on veut réhabiliter un bâtiment, c'est le cas, mais quand on a, chez l'exemple de plein d'opérations à Mayotte en ce moment, où on a des collèges, des écoles, on a 20-30 bâtiments, pour 1 milliard de raisons, il y en a qu'on ne peut vraiment pas garder. Voilà. À un moment donné, ce diagnostic, c'est-à-dire niveau programme, doit nous permettre déjà d'avoir des conclusions. Bon, les classements, les pathologies, solidité. J'ai insisté sur les planchers parce qu'à un moment donné, en termes d'usage, on ne met pas n'importe quoi, n'importe où. C'est souvent oublié, mais ça c'est des choses qu'on peut voir très vite. On n'est pas obligé de passer par quand on a un plancher en bois ancien, il n'y a pas de question, c'est pas la peine d'appeler un ingénieur structure. C'est important de relister, je mettais les travaux des 10 dernières années, et puis se poser toute la question un petit peu, d'appréhender l'adéquation d'un bâtiment par rapport à un programme à toute une série de données normatives générales.
la spécifique, l'amiante, le pont c'est facile, l'accessibilité c'est assez facile mais plus classique, mais aussi des qualités acoustiques, la marche en avant quand c'est en restauration, etc. Classement incendie. Et il y a petite chose nouvelle dont tu voulais nous parler, Voilà. qui s'impose à toi comme au nouveau concepteur, c'est le diagnostic Voilà. et l'END. Voilà, tu en parleras certainement mieux que moi, mais ce que je vais juste dire sur ce thème, pour être franc, ce nouveau-né, donc qui n'est pas tout nouveau, il ne sort pas de la maternité, mais un peu plus que ça, je ne parle pas de notre retour d'expérience. Hein. Je trouve qu'il est très prometteur. Moi, j'avoue, je suis très étonné de ce que peut apporter quand les maîtres d'œuvre ou les bureaux spécialisés ressources travaillent, quand on a cette chance. Et voilà. Et on apprend à marcher, je crois, très très vite, mais nous avec, mais c'est un peu, alors je crois le fameux terme rêve révolution, mais je trouve qu'on est à un moment assez exceptionnel sur ce thème. Et tantôt je dis entre collègues, mais entre nous, j'étais passionné il y a 15 ans de la question énergétique, quand on est dans un bâtiment énergie positive, avec un bâtiment qui était à l'époque l'ERE 2000 ou 2005, on avait plein de gaps, c'était assez passionnant. Aujourd'hui, on est quand même normalement, on a dépassé cette étape. Et aujourd'hui, là, je trouve qu'on a le même champ de réflexion, et puis il est quand même beaucoup plus varié quand même. Il est quand même beaucoup plus varié. Voilà. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà. Mais quand même. Qu'est-ce qui est important? De quels outils as-tu besoin pour faire une bonne programmation? C'est un peu ça sur lequel tu voulais focaliser. Oui. Pour faire tout ce qu'il y a derrière, je ne ferai pas du tout qu'on dit, mais j'ai envie de supplier les maîtres d'ouvrage pour qu'on démarre tout de programmation avec des plans codés. Et si possible, les codes d'origine en plus, c'est encore mieux. Voilà. L'inverse, c'est vraiment très, très souvent la base. Et bien évidemment, vous imaginez quand les plans ils arrivent en retard pour le concours, la consultation, voilà, peut-être tous été confrontés un jour ou l'autre. Je ne sais pas qu'on ne s'est pas bagarré, mais je crois que c'est vraiment important. On ne sera jamais fiable. Donc, tu as besoin d'une base documentaire étayée. Voilà. Celui-ci, il est fondamental. De même que les relevés topo d'une parcelle quand le bâtiment n'est pas isolé. C'est important aussi. Voilà. Et qui plus est, parce que c'est des questions qui sont fondamentalement, qui sont posées systématiquement aujourd'hui, quand même localiser les arbres, leur état sanitaire, les arbres remarquables, les raisons. Tout ça fait que non seulement on aidera énormément à la continuation, donc l'aider, ça veut dire qu'elle sera plus équitable et que le travail des concepteurs sera allégé et il passera plus de temps dans son vrai boulot qu'à poser des questions, non pas des mauvaises questions, mais des questions qu'il n'aurait pas dû poser lors d'une consultation. Voilà. Et puis pour nous, c'est aussi un instrument de travail, bien évidemment, essentiel. C'est basique, voilà. Voilà. Après, la question des diagnostics, alors, je ne sais pas si je le formule bien, mais il faut qu'on est là, je dirais, de façon dynamique. Voilà. Je prends un exemple. Un diagnostic technique, il est fait sur un bâtiment dont l'usage tel qu'il a aujourd'hui, ou l'absence d'usage. À un moment donné, il faut l'envisager dans une dimension qui est celle d'un futur programme. Donc la question du cahier des charges n'est pas celui. J'ai des souvenirs, bon, heureusement, c'est plus tellement le cas, mais il y a 25 ans, les premières réhabilitations, il y a 30 ans, on recevait ça de diagnostic technique. Et à l'époque, je ne fais pas d'économie, j'en avais un économiste qui travaillait avec nous et qui m'a formé, il dit Hervieux, mais il l'a regardé 5 minutes, il l'a regardé, et puis après on lui mettait ouais. Bon, c'était en francs, hein, mais il y avait un nombre de francs mis à la poubelle, c'était terrible. Oui, parce que les diagnostics, il faut les poser dans une logique de ce qu'on va y faire demain. Voilà. Et au niveau programme, il ne s'agit pas de se substituer à maîtrise d'œuvre, mais malgré tout, de la maximum de ressources, il faut qu'on ait un certain nombre quand même. Voilà. Et ça, c'est important, je me répète, c'est la future sérénité pour la maîtrise d'œuvre. Et puis aussi, ce qu'on nous dit souvent, c'est qu'à un moment donné, tous ces diagnostics et le travail de programmation doivent être imaginés dans une temporalité de travaux, en réhabilitation encore plus que nous, évidemment, qui est de 2, 3, voire même parfois 5 ou 10 ans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et ça, c'est ce que fait
il sait faire, mais c'est pas qu'il fait très mal dans un genre de document général, l'ingénieur, c'est qu'il nous dit le bâtiment tel qu'il le voit à l'instant, on lui confie la mission, et c'est normal, c'est là ce qui est la responsabilité. Mais le bâtiment, il aura peut-être 50, 10 ans de plus. Et ça impacte aussi la manière de conduire nos estimations, entre parenthèses. Hein, voilà. Et ça, c'est essentiel. Le bâtiment, il va vieillir, peut-être même subir une évolution de normes imprévue, ou un Covid. Voilà. Voilà. Et pour faire tout ça, voilà, il faut des compétences variées, où il faut être capable d'en mobiliser le bon moment. Le maître d'œuvre, quand il fait un projet, à un moment donné, quand il va intervenir à un endroit particulier, si ça n'a pas été fait avant, il demandera des sondages descriptifs à tel endroit, où il y aura un plan pour ces sondages par rapport à son projet. Voilà, c'est tellement peu intégré par la maîtrise d'ouvrage, pardon, je voulais le souligner. Et voilà, et je conclue ce chapitre en disant qu'une bonne programmation, ce n'est pas le travail d'un seul BET. Oui, la compilation des travaux des BET, combien même elle serait excellente, en général, c'est insuffisant. On a besoin d'avoir ce travail de généraliste qu'on se revendique un petit peu d'avoir. Hein. C'est pas de l'intelligence artificielle avec des dossiers. Et je me suis en valeur à un moment donné, certaines maîtrises d'ouvrage, elles ne sont pas majoritaires, mais qui aimeraient qu'au moment de la programmation, de la réhabilitation, pour scaler, parce qu'ils sont trop angoissés par les prix, je ne donnerai pas d'exemple, parce que bien sûr, ce n'est pas le serait. Voilà, mais veulent tellement caler tout qu'ils voudraient que la programmation fasse la maîtrise d'œuvre. C'est très, très délicat. Voilà. Tu auras l'occasion d'en reparler tout à l'heure, je pense, mais peut-être on peut souligner quand même à ce stade que bon, il y a le diagnostic technique qui permet de comprendre un bâtiment et ses pathologies éventuelles. Il y a aussi le fait que la programmation, c'est un moment très important qui permet de poser tout un tas de sujets à plat. C'est aussi un intérêt pour la maîtrise d'ouvrage de se questionner sur le bâtiment, sur le site sur lequel elle intervient. Nous, chez Ecopolis, dans le cadre de la démarche bâtiment durable francilien, quelque chose sur lequel on essaie d'insister le plus possible, c'est l'importance que ça peut avoir au stade amont du projet, c'est-à-dire en stade de programmation, d'envisager ce qu'on appelle une analyse de site, c'est-à-dire de voir comment le site, le bâtiment dans lequel il s'inscrit, peut rétroagir avec son environnement sur les aspects transport, sur les aspects de vie quotidienne. Évidemment, essayer de questionner les possibilités de, par exemple, de raccordement à des installations de chaleur, par exemple, de chauffage urbain, ou la desserte par les réseaux. Bref, se poser tout un tas de questions qui dépassent peut-être le programme strict que la maîtrise d'ouvrage a en tête pour positionner tout un tas d'enjeux sur lequel la maîtrise d'œuvre pourra se questionner par la suite. Et nous, en démarche bâtiment durable francilien, on invite les maîtrises d'ouvrage à envisager une analyse de site, une analyse environnementale de site, très en amont. C'est pas un travail très, très compliqué. Il faut juste qu'il y ait un partenaire, un prestataire, un AMO environnemental qui soit en mesure de le faire. Ça permet de se poser plein de questions et de faciliter par la suite un certain nombre d'arbitrages, je pense. Bon, là, je l'ai quasiment dit tout à l'heure, donc je fais un peu écho, mais voilà. Des diagnostics, la notion de diagnostic, elle est essentielle, hein, ça veut dire d'analyse. Voilà, à un moment donné, voilà, il ne faut pas non plus que qu'on ait une somme de diagnostics inutile qui fait que l'étude de programmation serait plus onéreuse que celle de maîtrise d'œuvre. Ça serait dommage. Ce ne serait peut-être pas dommage pour vous, mais ce ne serait peut-être pas très pertinent. Voilà. Et puis, on n'a pas non plus, c'est pas un problème de volonté, hein, on n'a pas pour mission de se substituer à la maîtrise d'œuvre. Il est vrai que dans des rares cas, la programmation ne pourra pas, en fait, en anticipant, on verra la question des tests tout à l'heure, tout anticiper. On pourrait imaginer par exemple que tous les murs soient conservés, puis qu'à un moment donné, pour une raison conceptuelle, hein, on a envie de toucher un mur porteur. Bon, à ce moment-là, forcément, on ne peut pas être 100% exhaustif. Une programmation, c'est beaucoup de mailles, c'est un degré de maille assez fin, mais ce n'est pas celui de la maîtrise d'œuvre et ne doit pas nous engager. Voilà. Bon, mais il faut qu'on soit suffisamment fin. Voilà, je crois que c'était important. Peut-être enchaîner là-dessus. Oui. Pardon. Alors, oui,
certains diagnostics ne sont pas adaptés aux usages futurs. Ben oui, très clairement, certains diagnostics accessibilité thermique sont diligentés à un moment donné, dans un cas particulier, et après-demain, ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Et combien même, je prends l'exemple d'accessibilité, un diagnostic fait que dans un cadre réglementaire, on pourrait avoir un certain nombre de solutions, ce n'est pas forcément la volonté du maître d'ouvrage au regard de son programme, de ses envies personnelles, la mission. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, il faut prendre un certain recul. Alors, ensuite, un bâtiment ancien, il va subir des transformations d'usage qui sont le plus souvent, pas toujours, parce qu'on peut être aussi très respectueux de tout ce qui se passe, et tout ce qu'on peut être très bien, mais d'usage très significatif. Donc, c'est là, à un moment donné, ne jamais oublier la question des sondages destructifs. C'est un point important, ça peut aller jusqu'aux fondations sur certains sites, et c'est là qu'on évoquait l'environnement. Bien évidemment, l'appréhension du contexte géotechnique. Alors, on aimerait tellement avoir des études géotechniques des bâtiments qui ont été fondés, mais quand ils ont trop d'années, voilà. Mais ceci étant dit, un minimum d'informations sur le site, je prends encore l'exemple, mais très beaucoup dans les DOM, mais lorsqu'on est sur des bassins versants assez forts et en bas de la montagne, ben forcément, on a plein de questions qui vont se poser sur la gestion des eaux pluviales en amont. Et c'est un élément de programmation. Quand même on va réhabiliter, on sait que généralement, ils ont beaucoup souffert, car c'était en général très mal traité dans l'appréhension du projet et de son estimation. Il faudra qu'on l'aborde. Et puis, voilà, je veux le souligner, c'était pour mémoire, c'est déjà dit, ben voilà, un diagnostic ressources concomitantes qui sont intégrées ou faits à côté, aucune importance, mais je crois qu'il faut maintenant les systématiser, ça nous fera gagner beaucoup de temps. Ça nous fera gagner beaucoup de temps. Pour ce faire, il faut du temps, hein, Dominique, c'est ça. Voilà. Je rappelle qu'en général, quand c'est une réhabilitation, hein, on a des délais qui sont, pour aboutir jusqu'au programme, oui, 3 à 5 mois, ça dépend de l'ampleur, c'est des délais assez classiques hors de l'évaluation. Ben oui, mais quand il faut qu'à un moment donné, on ait quelques compléments utiles, c'est pareil, la maîtrise d'œuvre, quand on a fait ces diagnostics, la mission d'IRIG, on ne refait pas un APS en 15 jours. Hein. Voilà. Donc, c'est voilà, comprendre que ce temps qui peut sembler perdu, à bien calibrer, à bien choisir, à bien trouver les bons dosages, c'est un peu plus que ça. J'aime pas dire un temps parce qu'il va dépendre beaucoup des contextes. Hein. On a un bâtiment qui lui-même fait, quand on voit pas, il est assez simple à lire et puis voilà, il va être très vite vu. Dans d'autres cas, c'est plus compliqué. Mais voilà, de 5 à 8, oui, 5 à 8 mois, ça peut paraître énorme, sachant que tout ça, c'est aussi un temps qui va être aidé, mis à profit pour diligenter des études qui, dans une bonne partie, va être utilisée par la maîtrise d'œuvre dans sa mission diag. Pas forcément à 100%, mais va être utilisé. Donc, va faciliter ce temps, entre guillemets, perdu. Il est forcément gagné. Et nous, ce qui nous permet pour vous, pour la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, c'est de mieux estimer aussi, mieux estimer deux choses qu'on nous demande, enfin d'évaluer. C'est le temps de travaux, parce qu'on demande toujours d'estimer un temps de travaux voilà, de projet. C'est un exercice assez... Pour ça, comme demander alors qu'on critère de concours le planning de l'opération, je trouve ça absolument absurde, sauf qu'à très, très, très exceptionnel. Mais quand même, on a besoin de se former. On aime ça raconter ce qu'on va livrer le bâtiment. Et puis forcément avoir une estimation plus fiable. Et quand on dit estimation plus fiable, ça veut dire un maître d'ouvrage qui est plus content, c'est-à-dire une maîtrise d'œuvre qui est plus à l'aise dans ses baskets. Et puis ça veut dire qu'il n'y aura pas négocier des avenants, des choses qui font qu'on aura forcément perdu 3-4 mois en plus. Quand tu parles du temps, c'est un sujet sur lequel tu voulais intervenir un petit peu plus précisément. Le temps, c'est vraiment quelque chose qui est, là encore, un des marqueurs de l'intervention en réhabilitation, nous semble-t-il. D'abord parce que parmi les spécificités de l'intervention sur le bâti existant, on a donc des occasions d'interroger un certain nombre de pratiques conventionnelles qui sont souvent, là encore, très cloisonnées dans le monde de la construction et d'envisager une certaine déspécialisation des acteurs, de pluridisciplinarité. Tu en as parlé tout à l'heure. Mais cette question du temps, c'est aussi peut-être pour la maîtrise d'ouvrage, pour tous les acteurs en réhabilitation, d'intégrer le fait qu'une réhab,
c'est sans doute travailler dans un calendrier qui n'est pas celui du neuf, là encore, qui est plus mouvementé. Il y a des impondérables un peu plus fréquents peut-être, et qu'il faut anticiper, c'est important en tout cas, de pouvoir anticiper le fait qu'il va y avoir des allers-retours en bâtiment existant. Il y a des choses qui vont se révéler un peu plus tard, par exemple au moment du curage, c'est-à-dire bien après le moment de la programmation, on va découvrir des choses sur son état réel. Et donc, il va peut-être falloir réinterroger des éléments de programmation précisément. Imaginez que dans le temps d'intervention de la programmation, il y a peut-être des choses qui se passent alors même que le temps de la programmation classique est fini, mais qu'on se réinterroge, est-ce qu'on a bien fait de… Tu parlais de rez-de-chaussée tout à l'heure, d'installer tel élément de programme au rez-de-chaussée, alors que ce rez-de-chaussée s'avère soumis à un aléa, par exemple, technique ou géographique. Donc, ce calendrier, la question du temps je dirais en valeur absolue, mais aussi en répartition du temps que la programmation va passer sur le projet, c'est peut-être intéressant d'intégrer cette dimension-là dès le début. Bon. Après, je voulais un petit focus qui était sur les tests de faisabilité spatiale et d'estimation des coûts de travaux. C'est souvent un sujet de débat. Voilà. Alors, je voulais juste souligner, c'est que le programmiste, lui, il veut vérifier qu'un programme est capable de rentrer dans des conditions satisfaisantes dans un bâtiment ou dans un ensemble de bâtiments. Il n'est pas là pour concevoir. Ça veut dire qu'à un moment donné, ces vérifications, cette vérification fait qu'elles permettent de fonder des faisabilités, de confirmer des prix, on va y arriver, mais elles ne se substituent pas au travail de conception. Il y a un moment donné, c'est souvent un débat qu'on a. Est-ce qu'on joint les tests au concours? 99 fois sur 100, c'est non, ça n'a aucun sens. Parce qu'à un moment donné, nos amis architectes n'ont pas beaucoup l'apprécier, ou alors ça va les rendre très paresseux, mais c'est jamais le cas. Mais c'est-à-dire, à un moment donné, ce n'est pas l'objet. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Nous, ce qu'on veut, c'est vérifier qu'un programme vraiment validé rentre. Et on sait très bien que la boîte à chaussures, elle n'est jamais parfaitement faite. Voilà. Ce qui nous permet en amont, avec la maîtrise d'ouvrage et les utilisateurs, je m'entends, de dire, en révélation, on a très souvent des utilisateurs, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. On travaille différemment, avec les utilisateurs futurs, qui d'ailleurs ne sont jamais ceux, forcément, qui vivront le bâtiment. La notion d'implication, parce que ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais c'est un autre débat. Voilà. Est-ce qu'on arrive à faire rentrer fonctionnellement, intelligemment ce bâtiment? Alors, ça passe par, bien sûr, des locations dans les États, il y a des choses qui sont évidentes, mais d'implantation, d'organisation sur le site. Voilà. Ce qu'on veut, nous, vérifier, c'est au travers de il y en a un qui s'impose, il n'y en a pas forcément 50, qu'il y a une solution, au moins, qui fonctionne. On n'a pas lancé une opération qui soit idiote. Donc là, c'est quand même quelque chose encore qui est très spécifique à la réhabilitation, me semble-t-il, et qui explique pourquoi tu as besoin de plans et de documents solides pour pouvoir faire ces tests. Faire un test de faisabilité spatiale pour un programmiste, c'est une étape aussi importante pour toi que de réaliser le programme lui-même un peu théorique qui précède. Tu vérifies que les choses sont bien adaptées à l'enveloppe dans laquelle tu travailles. Voilà, je prends un exemple, je travaille pour la ville de Paris sur un équipement où il y avait une salle de spectacle. Et bien, la jauge qui était souhaitée que l'utilisateur ne rentrait pas dans le site. Elle ne rentrait pas dans le site, c'est tout. Quoi qu'on fasse. Donc à un moment donné, c'était ou on ne fait pas l'opération, ou on diminue la jauge. Donc effectivement, à ce moment-là, il y a à l'inverse, plein de raisons. On a un grand bâtiment et il y a 20% de surface excédentaire dont on ne sait pas faire. Ça peut poser deux questions. Ça peut poser la question de tout est plus grand ou on ne travaille pas sur une partie. Alors, je sais que quand on est architecte, on vient intervenir sur tout, ça ne se fait pas de décider des délaissés, mais il n'empêche que la question aujourd'hui des coûts fait que cette question mérite d'être posée dans des bonnes conditions. Et tout ça doit être compris par le maître d'ouvrage avant, parce qu'à un moment donné, j'anticipe, mais j'aime bien estimer un programme à neuf en comparaison d'un programme en réhabilitation. C'est parfaitement justifié que certaines réhabilitations soient plus chères,
que du neuf, notamment en région, les grandes villes. Hein. Mais à un moment donné, c'est aussi un élément de réflexion. Ça signifie aussi que la faisabilité de l'opération, ou que le bâtiment, ou que le site n'est pas adéquat. C'est un élément essentiel. Ce n'est pas la question de la maîtrise d'œuvre, encore une fois. Après, elle l'apprend, voilà, il n'y a pas de discussion. Voilà. Et quand on fait ces tests, encore une fois, il y a des cas particuliers, mais on le fait un peu en mode space planning. Ce n'est pas du space planning au sens où certains l'entendent, hein, mais on le fait quand même espace par espace ou par très grande fonction. Voilà, c'est important d'aller très loin. Voilà, il n'y en a pas d'autre solution pour moi. Et après, tu estimes les coûts. Voilà. Et il y a, pour conclure sur les coûts, moi j'estime qu'il n'y a pas de coûts de destination sérieuse sans les diagnostics qu'il faut, ce travail comment dire, de faisabilité et de validation. Voilà, autrement, on aura quelques dégâts. Le temps presse, je vais de conclure. Voilà, mais bon, le reste, vous regardez méthode des ratios. Tu vas en dire un mot? Oui, j'ai envie de dire que vous le relirez, mais sauf cas très particulier, l'expérience prouve que on est capable, si on conduit bien ce travail, qu'on ait bien stabilisé les besoins, qu'on les ait bien caractérisés, qu'on ait eu le temps d'amener les bâtiments, c'est-à-dire parfois avoir les petites compétences que nous n'avons pas, bien évidemment, hein, on est capable de bien estimer un bâtiment en réhabilitation. C'est même, somme toute, plus simple que du neuf, parce qu'on a la chance d'avoir un gabarit qui est connu, ou des gabarits connus. Donc on n'a pas l'inconnu en neuf du ratio SP-SU, hein, qui peut nous embringuer. Voilà. Donc on a un domaine d'incertitude, puisqu'estimé au stade de programmation, c'est faire une sorte d'analyse de risque qui, si on a bien connu tout ça, est plus faible qu'en neuf. Okay. Bon, j'ai deux mots de conclusion. Un test ne va pas être fait au chausse-pied. Encore une fois, on fait tout dans le détail, mais malgré tout, il faut que ce soit fait avec un peu d'aide, parce qu'on n'est pas capable d'anticiper tous les choix conceptuels. Ce n'est pas nous qui faisons l'innovation des réseaux, etc., les locaux techniques, etc. Donc, on ne mentionne pas les locaux techniques en programmation, on pourrait y revenir. Voilà. Un test ou plusieurs, vous laisserez le lire, mais bon, il y a des cas où un test suffit, d'autres cas plusieurs, mais les fameux 3 tests, ça ne veut rien dire, on n'est pas là pour vouloir montrer plein d'options pour se faire plaisir. Ou alors, si vraiment qu'on travaille sur un concept nouveau, ce qui est différent, c'est un concept programmatique, on peut exprimer deux natures de programmes très différentes. Alors là, ok, ça a un sens, mais à un moment donné, le choix, il est fait. C'est plus la question de la maîtrise d'œuvre au moment où elle va travailler. Alors, la dernière étape, c'est le programme, c'est devenu le point de départ. Voilà. Je veux dire, un programme, c'est avant tout l'écriture. Alors, je me suis interrompu, mais non, je te laisse. Non, mais moi, je voulais juste dire de mon côté que il ne fallait pas oublier que quand on programme sur l'existant, on est confronté au déjà là, c'est-à-dire souvent un déjà là humain, que ce soit les occupants d'un site, par exemple, ou les gens qui habitent autour, les voisins, et que cette prise en compte des occupants, ça peut là encore influer sur le programme, interagir avec le programme, parce qu'il faut envisager des relogements, des opérations tiroirs, des phasages d'opérations tout à fait spécifiques, et que cet aspect-là, l'aspect humain des opérations en réhabilitation, ça induit là encore, de la part de la maîtrise d'ouvrage, peut-être la mise en œuvre de compétences particulières, de moyens particuliers, que c'est quelque chose auquel il faut penser quand on est confronté à ça, en termes de budget et de calendrier, et en termes de moyens à mettre en œuvre. Voilà, d'une manière très simplifiée. Et toi, en conclusion, tu voulais parler de ce qui vient après. Oui, bon. Alors, la méthode, c'était pas le programme en lui-même, c'est simplement l'écriture de tout ce qui a été réfléchi, validé avant. On veut dire qu'un programme, c'est vraiment une commande qu'on passe à des concepteurs, ils formalisent tout ça de manière organisée. Hein, voilà. Et l'objectif du bon programme, c'est de réaliser un travail de conception sans remise en cause. C'est pas que je veux pas qu'on mette en cause un programme, c'est pas la question. Il peut toujours y avoir une idée, mais il ne faut pas non plus se leurrer, mais fait de manière qui soit sereine pour la maîtrise d'ouvrage, pour les utilisateurs et pour tout le monde. Et qu'à un moment donné, toute cette
mis à plat, on va dire, organisée, fait que la question de la créativité des gens conceptuels s'exprime le plus facilement possible, bien qu'en réhabilitation, on peut avoir quelques petites surprises, un peu plus qu'un œuf, même si parfois les études géotechniques dans un œuf peuvent nous amener aussi une surprise, bien évidemment. Voilà. Et ce n'est pas une compilation des étapes précédentes, qui n'est quelque part pas fait pour vous être présenté. Et c'est vrai que ça peut paraître dommage, mais toutes les phases de pré-programmation de test, c'est des éléments qui sont destinés à la maîtrise d'ouvrage au sens large. Aussi à des partenaires financiers, mais ce n'est pas là pour réouvrir des débats. Le débat d'une bonne conception, c'est déjà assez compliqué et on sait toute la peine que les maîtres d'œuvre ont. Voilà. Donc, ce n'est pas l'objet. Voilà. Et pour que tout ça se fasse bien, on l'a dit, il faut ce temps d'études suffisant. Des temps d'études, c'est un vieux poncif. Il faut qu'il y ait un budget qui soit cohérent, je n'ai pas dit important, mais qui soit cohérent. Voilà. Et je fais la conclusion de la conclusion. Je crois que tout ce temps passé, tout ce temps d'immersion, de discussion, puisqu'on n'est pas. Alors, la révélation pose des modes de consultation différents en direct que nous n'avons pas forcément dans la construction neuve. Donc, je nuancerai, mais c'est aussi tout un temps qu'on va passer avec la maîtrise d'ouvrage pour l'encourager à d'abord bien faire, mais aussi avoir une dimension environnementale qu'elle ne soupçonnait pas et qu'elle soupçonne vraiment très peu pour les maîtrises d'ouvrage occasionnelles. Nous, on est vraiment spécialisés, on aime beaucoup travailler avec les petites communes, les petites collectivités. Voilà, il faut les prendre par la main surtout. Vous les reprendrez, vous, concepteurs, par la main derrière. Mais si on a fait une partie du travail de sensibilisation, d'information, tout ça se passera forcément mieux. Merci. J'étais un petit peu brouillon sur la fin, mais merci et je suis là. Nous sommes là pour répondre à vos questions, si vous en avez. Merci à tous les deux. Je propose, là, on a encore du temps pour prendre quelques questions. Donc, s'il y a des personnes au public qui souhaiteraient poser les questions en direct. Alors, je vois qu'il y a une question déjà dans le chat. Alors, Judith, je ne sais pas si tu souhaites la poser en direct, ta question, sinon je la lis. Parce qu'elle est un peu longue, cette question. Alors, en effet. Oui, voilà, bonjour. Bonjour. Oui, donc je vais la lire quand même, parce que j'ai pris le temps de la rédiger. Je me demandais s'il n'y avait pas une phase préliminaire à la phase de pré-programmation, notamment dans le cadre d'intervention, dans le cadre d'acquisition-amélioration. Il peut s'avérer nécessaire de prendre des décisions très rapidement, parfois inférieures à un mois, pour se dire on y va, on acquiert dans un objectif de réhabilitation, notamment. Et donc, quels seraient les questionnements prioritaires à se poser avant de rentrer dans cette phase finalement que vous appelez pré-diagnostic, mais qui est quand même très complet. Voilà. C'est une très bonne question. J'allais dire, c'est pas l'occasion qui fait le larron, mais je crois que quand un programmiste a du métier, normalement, il est capable d'appréhender un existant, on va dire, un peu en mode commando, dans des conditions peut-être plus simples, parce que justement, il n'est pas maître d'œuvre dans la réponse que certains. L'analyse d'un gabarit, mais on est au niveau de diagnostic ou d'éléments de dire d'expert. C'est vrai qu'à un moment donné, écrire un programme, quand on prend n'importe quel programme, une crèche, c'est plus simple pour le logement, fondamentalement. Mais bon, même Edgaré, ça ne veut pas dire grand-chose. Quelles sont les contraintes d'une crèche? Est-ce que ça rentre bien dans ce bâtiment? Oui, c'est une approche un peu particulière, mais qui est plus à dire d'expert. Alors, elle ne remet pas en cause la méthode au sens strict du terme, mais je pense qu'elle est très, très utile, notamment dans des analyses de patrimoine. Moi, j'aime beaucoup la conseiller des petites communes qui, par exemple, sont confrontées à plein de bâtiments qu'elles ont hérités, rachetés, des maisons, et elles ne savent plus quoi en faire. Et écoutez, on visite tous ces bâtiments, ça nous arrivait parfois, un peu dans le cadre d'un PPI souvent, c'est pas votre
problématique, pas forcément, mais oui, effectivement, on est capable de voir beaucoup de choses rien qu'en visitant un bâtiment et avec des plans même sommaires. Tu peux accompagner un maître d'ouvrage comme ça sur un mode très léger, avec un mode d'expertise presque instantané pour dégager des tendances. Disons. Oui, c'est un peu un dire d'expert. Le problème du dire d'expert, c'est que c'est pas non plus tous les rapports, il n'y a pas la fiabilité exactement. Mais oui, moi, ça me paraît très bien quand on a des patrimoines. D'accord, merci. Oui, mais il faut qu'on soit très clair sur la règle du jeu et sur ton contrôle. Voilà, c'est tout. Merci. Je dirais même plus, j'adore ça personnellement. Mais bon, il y a d'autres débats. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un qui voudrait réagir à ce qui a été présenté ce matin? Il y a une question de quelqu'un qui n'est pas maître d'ouvrage, qui le précise et qui demande si Dominique, vous faites de la formation pour les maîtres d'ouvrage. Alors, je ne fais pas de formation au sens administratif du terme. Après, s'il y avait d'ouvrage en vie, qu'on évoque avec lui des questions de programmation, ça peut tout à fait se faire et s'organiser sans difficulté. Après, c'est encore mieux avec des exemples précis, on peut intervenir. C'est tout à fait possible. Oui, bien sûr. Depuis 35 ans que je fais ce métier, et Denis ferait 40, on se dit souvent, c'est pour ça le débat, que les programmistes du fait de... Nous, on a fait plus de 2000 opérations de programmation et sur les 2000, on a bien 1500 en réhabilitation. On a commencé comme ça. À l'époque, c'était comme ça. On se demande pourquoi des architectes, des maîtres d'œuvre ne nous appellent pas de temps en temps sur des consultations en appui. Bien sûr, pas quand on a fait le programme, hein, c'est interdit. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, notre regard, notre lecture, et la question tout à l'heure, madame, on est parfois capable de lire un bâtiment très vite parce qu'on en a fait on a fait des tests, estimé des tests et monté des programmes, on peut dire, de non considérables. Et ce recul, c'est une expérience qu'on capitalise. Je suis toujours très soucieux, pour tout vous dire, je l'ai posé plusieurs fois à des copains et amis architectes. Ça ne s'est jamais fait, mais je ne comprends pas parce qu'on a une grande partie de notre expertise qui est sous-utilisée. Notre expertise, c'est beaucoup plus dans la façon de générer un programme, de le penser, d'analyser un bâti et un environnement, que d'écrire le programme. Écrire un programme, c'est peut-être un exercice de style qui est passionnant, mais donc qui prend aussi beaucoup de temps. Hein. Ce que tu es en train d'envisager, là, Dominique, c'est un prix cahier des charges pour une intervention de programmation légère et rapide, sans forcément de production de livrables, de documents très complexes, mais où tu livres ta lecture et ton intuition sur l'envie du maître d'ouvrage. Tout à fait, ou la compréhension qu'on peut avoir d'un programme qui... J'avais mis en introduction, parce que... alors, je suis membre fondateur du CIPA, c'est des programmistes, donc forcément je suis dans cette démarche depuis assez longtemps. Bon, et c'est vrai qu'on constate qu'on devrait toujours mieux faire, on est imparfaits, on est tous imparfaits. Hein. Mais il y a quand même plein de gens qui font des programmes, qui ne sont pas des programmes, qui sont des feuilles de chou, tout le monde le sait. Et il y a des thématiques d'équipement où c'est encore plus le cas. Voilà. Le logement, c'est très souvent le cas. Voilà. Donc, à un moment donné, tout ça est mis aux oubliettes et n'est pas utilisé, c'est bien dommage. Je trouve ça très dommage. Tout comme c'est un autre débat. Au Québec, il y a une capitalisation de tous les concours. Tous les concours sont capitalisés. D'ailleurs, c'est un architecte que je vais rencontrer français qui le fait à l'Université de Montréal. Chez nous, tout le travail sur l'analyse des concours, plein de raisons que je ne saurais trahir, c'est pas capitalisé. Hein, et le projet lauréat, c'est pas toujours le seul projet intéressant. C'est forcément le meilleur au regard de la consultation, mais il y a plein de choses intéressantes qui sont mis à la poubelle, mis à la poubelle, mis à la poubelle. On est un petit peu cette mémoire de plein de choses. Pas les seuls, mais un petit peu. Merci à tous les deux, on approche de la fin, on va terminer à l'heure a priori, très bien. Juste, je reprécise que cette présentation, en tout cas sur la partie dédiée
à la programmation peut être transmise à nos adhérents sur demande, en fait, ce qui permet de justement rappeler que tous nos événements sont globalement gratuits et accessibles à tous, mais pour nous aider à poursuivre dans ce sens et pouvoir justement continuer nos missions, on a aussi besoin d'être soutenus et d'avoir le soutien de nos adhérents à la fois de par leur cotisation, parce que du coup, c'est aussi d'une certaine manière un geste militant et contribuer à la mise au pot commun pour nous permettre de continuer nos actions. Et aussi, ça vous donne accès à tout un tas de services qu'on peut mettre à votre disposition et aussi accès à la contribution, c'est-à-dire à nous faire remonter des idées, comme je le disais en introduction, des sujets pour nous permettre de travailler et d'élaborer au mieux nos actions dans les années à venir. Donc, je vous invite à nous rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre notre réseau, notre communauté. Je vous donne rendez-vous. Normalement, j'ai plein de fenêtres qui sont affichées, mais logiquement, vous avez en affichage l'info du prochain rendez-vous. Donc, c'est dans un mois, le 7 mars. Donc, ce sera aussi un webinaire. Et on vous présentera en fait la problématique du site occupé. Donc, il se trouve que le CEREMA a fait une étude qu'il a publiée fin 2022. Ce sera l'occasion de vous présenter un petit peu les infos en fait et tout ce qu'ils ont pu collecter pour mener à bien cette étude-là. Et nous aurons aussi l'occasion de présenter un retour d'expérience, sans doute plutôt d'un bailleur social parisien qui a fait ces opérations de réhabilitation et en site occupé justement. Donc, pour parler de tout ça. Je vous parle aussi, on ne l'a pas précisé dans la vignette, mais on a une visite d'opération qui va avoir lieu fin février. C'est une opération de réhabilitation qui est la médiathèque James Baldwin, qui est située, il me semble, dans le 19e, voilà, je me trompe forcément. On va ouvrir les Place des Fêtes, voilà, précisément. On va ouvrir les inscriptions, je pense, cette semaine, il me semble aussi. Beaucoup de choses vont sortir cette semaine. Donc, restez connectés, et parce que là, pour le coup, il y aura des places limitées pour ces visites-là qui sont plutôt, c'est une jauge de 25 personnes. Donc, si vous souhaitez visiter l'opération, il faudra être dans les premiers à vous inscrire dessus. Voilà, donc tout ça, ça me permet de conclure. Il est quasiment 11h, je pense. Donc, je vous remercie de votre attention. Et je vous donne rendez-vous dans un mois ou dans un de nos prochains événements. Merci beaucoup. Merci encore à tous nos intervenants, ce que je vois en direct, et puis ceux qui étaient là plutôt avec nous. Et à très bientôt. Très bonne journée à tous. Au revoir.